Mesdames et messieurs, bonsoir. 25e édition du débat du dimanche cette année. Vous vous êtes pas trompés. Je remplace exceptionnellement l'ami Sékou Tangara qui n'est pas là. Et donc les invités, des visages que vous reconnaissez de gauche, d'abord Adam Thiam. Adam Thiam n'est plus à présenter. Il est analyste, on peut le dire. Et on va découvrir tout à l'heure qu'il a une nouvelle fonction. Baba Dakono, c'est un expert, un analyste que j'aime beaucoup et je le retrouve toujours avec le même plaisir. Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, bien sûr. Et Cheikh Oumar Konaré, qui a failli ne pas être là, mais qui est là. C'est un plaisir également. Donc, trois thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est la rentrée politique de Soumeylou Boubèye Maïga, l'ancien Premier ministre, revient, il est parti de Bamako, et il revient par Ségou, là vous le voyez là, c'était à la rentrée politique de son parti, l'ASMA, Soumeylou Boubèye Maïga, vous le voyez tout de blanc vêtu, qui est en train de saluer ses militantes et ses militants dans une salle de Ségou, c'était ce week-end, voilà. Voilà le patron de l'ASMA, l'ancien Premier ministre. C'est sa première apparition publique depuis qu'il est parti. Ça fait 63 jours aujourd'hui, je pense, disons 2 mois, voilà. Soumeylou Boubèye Maïga. Qu'on va entendre la technique. Écoutez-le. Je vous invite à continuer dans ce sens-là. Et nous avons décidé d'agir désormais avec d'autres partis, au premier rang desquels nos amis de la demande, et puis d'autres, pour constituer un bloc encore plus fort des forces démocratiques et des forces de changement. Des forces démocratiques et des forces de changement. Maintenant, j'ai toujours dit que notre souci n'est pas de plaire à ceux qui ne nous aiment pas. Quoi. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas indispensable pour nous pour continuer, pour progresser. Et que je dis souvent, si vous voulez plaire à tout le monde, bon, il faut qu'on change de métier. Il faut être acteur de cinéma, il faut être faire... Alors, Baba Dakono, on le disait abattu, on le disait à l'extérieur, réfugié quelque part, et là on le trouve en forme. Oui, en forme, mais surtout qu'il n'a pas perdu le sens de la répartie qu'il a toujours eu. Vous l'avez fait remarquer, ça fait moins de 3 mois qu'il est sorti de la station primatoriale et qu'il revienne. On va dire que la réserve n'a pas duré. Et ce qui est important dans cette sortie, c'est d'abord la sortie en soi, mais c'est aussi l'annonce qui va cheminer avec d'autres, qui confirme aujourd'hui la tendance sur la scène politique malienne, qui est la formation de grands rassemblements. On se retrouve presque dans le contexte de 2013, où il faut, pour exister, forcément se retrouver dans un grand ensemble politique. Merci. Cheikh Oumar Konaré, on peut parler du grand retour de Soumeylou Boubèye Maïga. Est-ce qu'il n'était jamais parti? Médiatiquement, ne serait-ce que médiatiquement. En réalité, je l'ai souvent dit, un homme politique ne meurt pas. Un homme politique, au moment où vous le croyez mort et enterré, il ressurgit. Si les hommes politiques mouraient, Ibeka ne serait pas aujourd'hui président, Boubèye n'aurait jamais été Premier ministre. Alors, donc, j'en déduis simplement qu'après son départ de la primature, Soumeylou Boubèye Maïga se relance dans la course à la présidentielle de 2023. Et il l'a dit, il combattra avec des alliés, dont la demande. Et son passage à la primature lui a quand même permis de renforcer son parti, qui, à mon avis, est la deuxième force parlementaire aujourd'hui. Et donc, il va avec des atouts. Il va peut-être briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Alexis Kalambri, on voyait les images tout à l'heure, vous étiez un peu ému. Pourquoi? Non, c'est son terrain de prédilection, ça on sait. Mais il a fait des annonces qui ne doivent pas
passer comme ça, en citant nommément l'ADEMA. Alors, la question, c'est de comprendre si c'est une recomposition, disons, circonstancielle de l'échiquier ou si c'est vraiment un positionnement pour l'avenir. Adam Thiam, le retour de Boubèye. Oui, beau retour. Il y a 3 semaines ou 2 semaines, je l'ai vu et je voulais le désarçonner. Je dis, ah, c'est l'ex-Soumeilou. Il m'a dit non, le même Soumeilou. Et puis il est parti d'un éclat de rire. Il a toujours cet aplomb. Et je crois que ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est la promesse de travailler avec l'ADEMA augure un peu de tous les plans qu'on lui prêtait il y a quelques années, c'est de revenir à la formation originelle de l'ADEMA, parce que l'ADEMA, c'est quand même le nom, c'est Soumeilou qu'il avait trouvé. Il a le sens de la formule, il aime la castagne, on voit que lors du congrès de l'ASMA, il y a quelques mois, il avait fait des annonces qui n'ont pas été avérées. On verra si il sera avec l'ADEMA. Mais s'il est avec l'ADEMA, il reconstitue effectivement le mouvement originel qui est à la fois un mouvement démocratique et une force de changement. Alors, Dakono, ce qu'il disait tout à l'heure, on n'a pas entendu tout le temps tout son discours. Il dit « je reste au sein de la majorité », c'est-à-dire « je soutiens le président de la République ». Mais en revanche, l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure est clair. Il ne veut plus de la majorité présidentielle dans sa forme actuelle, comme s'il défiait ouvertement d'abord quelqu'un, Boukari Tereta, qui est le chef de la majorité. Est-ce qu'il va créer, à votre avis, une autre majorité dans la majorité? Il faut dire que Hubert Coulibaly, ancien ministre de la Défense, a créé une alliance de partis en claquant la porte de la majorité actuelle, mais en restant dans la majorité, ce que Cheikh Oumar Konaré a appelé la dernière fois aller manger, on en parlera tout à l'heure. Quelle est la stratégie, à votre avis, de Soumeilou Boubèye Maïga? Je pense que cela va certainement sans le dire, parce que depuis la soumission de la motion de censure appuyée par le RPM, le principal risque c'était de créer ce malaise-là, en parlant principalement de l'ASMA au sein de la majorité présidentielle, je crois, ensemble EPM. C'était le principal risque. Il était difficile de croire qu'après cet épisode-là, les mêmes acteurs se retrouvent. Parce que le fondement de ces rassemblements, c'est aussi la confiance. C'est les questions d'agenda. Il faut se mettre... On a vu tous les grands rassemblements de ce type. L'échec est venu soit de la rupture de confiance ou des questions d'agenda. Et ça, ce sont 2 questions qui ont toujours opposé les acteurs en leur sein. Et avec la création de l'autre front qui est dirigé par Hubert Coulibaly, on se dit qu'au-delà de ces questions d'agenda et de confiance, il y a également peut-être la problématique de la gestion de cet ensemble et peut-être le rôle que joue le parti dont est issu le président de la République, RPM, pour justement amener à fédérer toutes ces forces et à pouvoir dégager des compromis sur lesquels tout le monde pourrait avancer. Alors, le président de la République a dit un jour qu'il avait une majorité molle. Boubèye qui devrait quitter donc cette majorité pour créer une autre majorité. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que vous avez l'impression, Alexis Calambri, qu'il veut plutôt régler des comptes ou du moins qu'il est en train de se positionner déjà pour 2023 ou les deux? Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, Soumeilou, pour ceux qui le connaissent politiquement, n'est pas de ceux qui, après avoir reçu un coup, va s'en remettre au ciel. Il est venu dans l'hostilité, avec l'hostilité presque avérée ou ouverte du RPM. Lui n'a pas contribué à arranger les choses en débauchant des députés RPM, et le RPM s'est trouvé dans le beau rôle en appuyant à la limite son éviction. Donc oui, c'est sûr qu'il va attendre le bon moment pour rendre l'appareil. Et ce qui va se passer au niveau de la majorité ne peut être, de mon point de vue, que bénéfique pour le président, parce qu'on va presque retrouver 3 pôles qui se réclameraient du président et qui vont d'abord faire la concurrence pour prouver leur loyauté et pour faire bouger l'échiquier, mais avec peut-être en arrière-plan le calcul que si tout marche bien, peut-être c'est un pari qu'on prend pour 2023. Cheikh Oumar Konaré, Boubèye dans le marigot politique à nouveau, ça peut donner quoi? Vous savez,
Un jour, j'ai demandé à un proche de Soumeylou Boubé Maïga, je lui ai posé la question de savoir si les députés RPM qui avaient rejoint l'ASMA avaient fait ce mouvement avec l'aval du président de la République. La personne m'a répondu que il n'avait pas besoin d'aval du président de la République. Les députés qui ont quitté le RPM ont quitté pour des raisons, pour la raison qu'ils avaient été débarqués des listes de candidature. Soit ils venaient à l'opposition, ce qui n'était pas bon pour le président de la République, soit ils choisissaient un parti de la majorité et leur choix est tombé sur l'ASMA. Donc, ils ne pouvaient que les recevoir les bras ouverts. Et donc, Soumeylou Boubé ne voyait aucun inconvénient à recevoir ce que vous appelez député débauché. Donc, sûr de son bon droit, il va accélérer ce mouvement-là, phagocyter le RPM, s'allier à d'autres partis pour être le principal candidat de la majorité au départ de IBK en 2023. Je crois que c'est ça son but et c'est ça qu'il a annoncé. Alors, le 2023 fait partie de sa stratégie, ça c'est sûr. Pour vous, il est candidat. Alors, ce serait étonnant qu'il ne soit pas candidat. Ce serait un séisme qu'il ne soit pas candidat. Mais avant 2023, il y a d'autres échéances. D'abord, il faut qu'il compte. Il faut qu'il compte et cette rentrée est une espèce de démonstration de force allant dans ce sens. Parce qu'il n'a pas rompu avec le président. Et je crois qu'il sait également qu'il se voit toujours, il voit toujours le président. Il a toujours le numéro de téléphone du président. Ah, j'imagine, oui. J'imagine. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine effectivement qu'il se voit. Mais surtout, Soumeylou sait qu'il ne peut pas y avoir trois coalitions présidentielle, trois coalitions de la majorité présidentielle, où il la phagocyte, où il devient la coalition la plus importante, et je crois que c'est un peu aussi ça qu'il est en train de jouer. Puis il y a les échéances législatives. Oui, c'est plus simple pour Soumeylou d'être candidat en 2023 à partir du perchoir. Ce n'est pas absent de ses préoccupations. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ce que Cheikh Omar disait, les députés sont venus non pas parce que c'est l'ASMA, mais parce que c'était le parti du Premier ministre. C'était ça la grande fragilité, effectivement, du choix qu'ils ont fait. Et il a suffi que Soumeylou Boubé Maïga parte pour qu'il perde au moins une dizaine de députés qui étaient annoncés avec lui. Je crois que le nouveau groupe parlementaire doit être une douzaine de députés, mais c'est toujours une chance parce que si l'Assemblée n'avait pas été prorogée, ces gens ne seraient pas encore députés, ils seraient candidats à la députation et c'est rigoureusement exact que c'est le RPM qui les avait débarqués et que l'ASMA les avait récupérés dans la perspective d'en faire des candidats. Alors, je voulais vous poser une question à tout le monde. Finalement, Boubé est parti parce qu'on a dit oui, il n'arrivait pas à régler les problèmes sécuritaires, il n'arrivait pas à régler ceci. Mais finalement, son départ n'a pas résolu les problèmes. Malheureusement, on en reparlera tout à l'heure, il y a toujours des attentats, etc. Est-ce que ce n'est pas la personnalité de Soumeylou Boubé Maïga qui gênait à un moment? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de coalition contre lui par rapport à ce qu'il dégage ou par rapport à ce qu'on voyait venir 2023 en se disant il est en train de tout verrouiller pour être candidat en 2023. Est-ce qu'il n'y a pas eu ça un peu, Baba Dakono? Les objectifs, il y en avait plusieurs. Je pense que l'exemple le plus éloquent, c'est le 5 avril qui a quand même cristallisé tous les mécontentements et les frustrations. Et s'il y avait plusieurs, il y avait ceux qui étaient mécontents de la gouvernance, mais qui ont toujours considéré Soumeylou Boubé Maïga comme le principal verrou. Il y avait aussi ceux qui avaient des agendas politiques, toujours avec en toile de fond cette considération de verrou pour atteindre les objectifs politiques qu'il viserait. Mais dans tous les cas, ça confirme bien entendu que le problème est beaucoup plus lié à la gouvernance
qu'à une seule personne. Cette personne fut-elle celle qui incarnait à cette période cette gouvernance. Il ne faut pas également occulter le fait que à l'époque, le Premier ministre a quand même pris et a assumé la responsabilité sur lui de tout ce qui se passait. Donc c'était la personne qui était ciblée, c'était la personne qui était vue. Mais je voudrais quand même revenir très rapidement sur on a beaucoup échangé de ces plans aujourd'hui, de ces forces, de ces atouts, mais également il y a des faiblesses et qui ne sont pas certainement insurmontables. L'une d'elles, c'est aussi de pouvoir gérer cette position d'après-premier ministre. Adam Thiam l'a rappelé tout à l'heure, beaucoup sont venus pas parce que c'était Lasma ou Soumeylou Boubé Maïga, mais c'était parce que c'était le Premier ministre et qu'il offrait des garanties. Donc il va falloir qu'il puisse avoir cette capacité de maintenir ces garanties-là au-delà de celles qui découlaient de son poste de Premier ministre. Cheikh Oumar Konaré, vous faites partie de ceux qui regrettent le départ de Boubé. Pourquoi? Moi, j'ai regretté son départ. Pourquoi? Est-ce que vous êtes content de son départ ou... Ça, je ne peux pas le dire. Ni content, ni mécontent. Moi, je suis un observateur. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il avait raison? Je suis un observateur. Ce n'est pas moi qui l'ai fait nommer, ce n'est pas moi qui l'ai fait partir. Alors, je constate tout simplement que son action à la tête du gouvernement dérangeait beaucoup trop de monde. Voilà. Et lui-même n'a rien fait pour rassembler et rassurer les gens. Il gênait les musulmans, notamment le shérif de Nioro, qui ne l'a jamais porté dans son cœur. C'est un musulman, lui qui ne l'a jamais porté dans son cœur. Je crois que lorsqu'il dit tout à l'heure qu'il n'est pas là pour plaire à ceux qui ne l'aiment pas, il vise quelque part le shérif de Nioro. Il était détesté par le RPM, dont les députés, nous venons de le rappeler, l'avaient rejoint. Il était détesté par l'opposition qu'il empêchait de manifester et qu'il s'était juré d'écraser. Alors donc il ne reste qui? Il ne reste presque personne sur l'échiquier qui le porta dans son cœur. Et par conséquent, il y a une coalition pour le faire partir. Vous avez parlé de coalition, c'est bien le mot. Oui. Il y a une coalition pour le faire partir. Maintenant, il veut renaître de ses cendres. Alors, je vais terminer avec Adam Thiam, mais je vais laisser Alexis. Boubé toujours debout? Oui, toujours. En fait, j'ai l'impression, c'est même pas une impression, il n'est à l'aise que quand il a des adversaires. Et souvent, on a l'impression qu'il en a... Quand c'était calme, il en a créé, ou en tout cas, il en a suscité, rien que souvent par ses prises de parole. Donc, oui, est arrivé un moment où ses adversaires ont été plus forts que lui, et il est parti. Mais bon, vraiment, on sent que il ne réchigne jamais à aller au charbon, et souvent, ça a mal tourné. Adam Thiam, vous cachez votre boule de cristal. Quel est son avenir de votre point de vue? Je ne sais pas, je trouve que l'ASMA est encore un petit parti. Son parti. C'est un parti qui a besoin de plus de relais électoraux aujourd'hui pour pouvoir battre, par exemple, l'URD, le RPM ou l'ADEMA. Je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve. Et c'est un fin connaisseur de la politique. Il est possible qu'il rebondisse. Mais ce que je trouve important à dire, c'est que Soumeylou Boubé Maïga a été nommé Premier ministre au moment où Ibeka avait besoin d'être réélu. Il a quitté ses fonctions au moment où Ibeka avait besoin d'ouverture politique. Et Soumeylou, il faut dire, pendant tout ce temps, était vu comme l'obstacle à cette ouverture. Alors, donc, est-ce que c'est lui l'animal politique ou est-ce que c'est le président qui est l'animal politique? Je pense que c'est le président, et je pense que le président partage avec iPhone effectivement cette conception de l'obsolescence programmée. Alors, un ancien Premier ministre, un nouveau Premier ministre, on va peut-être attendre les 100 jours de Boubou pour faire un premier bilan, mais les premiers pas de Boubou, le successeur de Soumeylou Boubé Maïga, vous direz quoi? Il vous rassure, et vous avez des craintes, vous sentez qu'il cherche sa voie? Cheikh Oumar Sissoko. Cheikh Oumar Sissoko. Tu ne m'aimes pas beaucoup. Hein. Je vous titille. Alors donc tu oublies d'abord ma qualité de maître. Je veux vous déstabiliser, j'arrive. Après tu me traites de Sissoko.
Alors, donc, je voulais Le premier pas de Boubou, on va terminer. Boubou est un excellent technocrate. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lui en veulent, mais en vérité, il est venu à un moment où les enjeux étaient politiques et sécuritaires. Il n'est ni sécurocrate, ni politique. Donc, il y a de fortes chances que les choses puissent lui échapper. Je ne le souhaite pas. Ses premiers pas, ses premiers pas sont excellents. Il a pu rassembler quelques partis, il a fait une certaine ouverture, mais je crois que son profil même ne lui permet pas de maîtriser suffisamment la situation. D'où la perpétuation de ces massacres au centre. Baba Dakono, les premiers pas du successeur de Soumeilou Boubé Maïga, Boubou Cissé. C'est comme une forme de rupture. Quand on voit Boubou, l'humilité avec laquelle il aborde les défis, c'est comme une sorte d'humilité qui permet d'avancer sur beaucoup de plans, mais surtout de fédérer les opinions et les actions. Mais je voudrais rappeler le contexte dans lequel est intervenue la nomination de Boubou et comment c'est intervenu. Et le gouvernement qu'il dirige aujourd'hui est un gouvernement qui est formé de personnalités fortes. Donc, il avait besoin, au risque de tomber dans les mêmes difficultés que certains de ses prédécesseurs, d'avoir une base qui lui permette d'asseoir son leadership. Et je pense que l'accord politique qui a prévalu avant la mise en place du gouvernement, justement en le ramenant à son niveau, lui donnait les assises nécessaires pour affirmer ce leadership. Et il fait découler le reste avec l'humilité qu'il utilise dans la gestion de ces dossiers. Mais les défis perdurent. Ils sont grands et il faut beaucoup plus que l'humilité et la volonté d'un Premier ministre pour y faire face. Mon cher Adam Thiam, les premiers pas de Boubou Cissé. Alors non, mais je pense qu'il fait... il fait le job. Il fait le job. Moi, j'ai beaucoup aimé que... L'une des toutes premières choses qu'il a faites, c'était d'aller à Guiré, qui était attaqué. Et je pense qu'il voulait aller au centre pour plus longtemps, et il va probablement aller au centre pour plus longtemps pour comprendre. Et c'est sûr qu'il a le profil pour l'emploi. Toute la question, c'est que son patron, je vous dis encore une fois, regardez bien, est toujours dans l'obsolescence programmée. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir, ni comment il va partir, mais le président, effectivement, sait exactement quand est-ce que ses premiers ministres arrivent et quand est-ce qu'ils partent. Laissez-moi avec Adam. Et vous pensez qu'il va partir rapidement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que non, parce qu'il y a quand même une dynamique qui est tout à fait nouvelle. C'est une équipe qui travaille. C'est une équipe, si vous regardez bien les réseaux de Facebook, c'est franchement, il y a plusieurs ministres qui ont passé, moi je dis, le test de popularité, et ce n'est pas mal. Ils sont de plus en plus sur le front de la compassion. Ils sont de plus en plus en train d'affirmer le projet de présence du Mali au plan national, international. Ce n'est pas mal, et je crois que j'espère que cette dynamique va continuer. Mais en fait, c'est le président qui décide, comme dit Colombani, c'est toujours le président qui décide. Oui, en fait, le Premier ministre Boubou a vraiment bluffé tout le monde. Oui, parce qu'il a occupé pendant longtemps que des postes techniques. On l'a cru que technique, mais pour parler comme Chana, il s'est révélé hautement politique. Parce que il s'est révélé hautement politique. Quand il est arrivé, il y a eu des dossiers plus que brûlants. Mais vraiment, il a su manager avec le tact d'un fin politicien. Et jusque-là, il a fait un sans faute. Merci bien. Bon, on va quitter le marigot politique bamakois pour parler du centre du Mali, mais tout en restant dans la capitale malienne. Manifestation stop au massacre dans le centre du Mali. Il y avait cette semaine... l'actualité, c'était également à Bamako. Il y avait une manifestation, plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté ici dans la capitale malienne pour dire stop à ces massacres-là. Il y avait beaucoup de monde, des jeunes, des femmes. Vous voyez des slogans très hostiles à nos partenaires, des slogans hostiles aux dirigeants, des slogans hostiles, mais également un message d'espoir. Alors, nous allons commencer par Baba Dakono. Vous étiez à la manifestation ou pas? Non, mais j'ai suivi comme beaucoup. Oui.
Ça vous inspire quoi? C'est pas la première fois, mais quelle était la particularité de votre point de vue de cette manifestation, de cette nouvelle manifestation? Ben, et la particularité, l'élément qui n'est pas nouveau, c'est le sentiment que les forces étrangères présentes dans le pays ne parviennent pas à répondre efficacement aux défis sécuritaires pour lesquels ils sont déployés dans le pays. Ça, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que ces forces ont d'ailleurs été déployées dans le pays, mais avec beaucoup d'hésitation et beaucoup d'appréhension, parce que dans la mémoire collective malienne, et qui est basée sur le fait que dans de nombreux pays où ces missions, notamment l'exemple de la mission des Nations Unies est intervenue, ça s'est terminé par des scissions. Donc il y avait beaucoup d'appréhension. Et le sentiment nationaliste est très important dans le pays. Donc on va dire que ces forces sont arrivées dans le pays avec beaucoup de défis. Mais malheureusement, on se rend compte avec la persistance de ces sentiments qu'elles ne sont pas finalement parvenues à renverser cette tendance. Et plus encore, elles ont conforté beaucoup de gens dans leurs suspicions après. La différence, pour revenir à votre question avec les autres manifestations, c'est que cette fois-ci, on a vu que les gens étaient beaucoup plus dans la solidarité, ils étaient beaucoup plus sortis pour affirmer qu'il y avait une forme de cohésion sociale et que ce qui se passe au centre du pays aujourd'hui intéresse tout le monde. Ils en ont profité pour interpeller les autorités maliennes, mais également dénoncer ce qu'ils qualifient d'être laxisme des forces internationales présentes dans le pays. Adam, Thiam, cohésion sociale, on l'a ressenti, vous l'avez ressenti comme ça? Oui, c'était une marche citoyenne. Et c'était pour les Peuls comme les Dogons, les populations du centre. Et on a eu des marches de ce genre, mais cette fois-ci, c'était plus marqué. Et c'était plus marqué après Ogosagou et Soban, et c'est ça la grande curiosité. Et ça veut dire qu'effectivement, le capital reste fort entre les communautés. Et je pense qu'il y avait moins de slogans anti-MINUSMA, anti-France cette fois-ci. Le slogan dominant, c'était stop aux pertes civiles, donc stop au massacre des civils qu'il y avait sur beaucoup de pancartes. Alexis Calambri? Oui, c'était à apprécier parce que... Vous n'étiez pas à la marche, hein? Non, comme toi, j'étais hors du Mali. Voilà, donc, pour une fois. Donc, oui, c'était vraiment... Tu me fais perdre mon idée. C'est fait comme voilà. ça. Non, donc, je pense que ce qui était bien avec la marche, c'était que on réaffirmait que malgré tout ce qui se passait, on n'est pas atteint dans nos relations intercommunautaires. Je pense que c'était nécessaire de l'affirmer, mais il y a également des incompréhensions qu'il faut lever. Si vous discutez avec les responsables de sécurité, même à Bamako, ils vous disent combien ces gens nous aident pour déjouer des attentats, pour arrêter des gens. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on ne peut pas dire publiquement, mais je pense qu'il faut vraiment rendre un peu de justice à tous ceux qui sont chez nous et surtout qu'on mette l'accent sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et je pense que c'est là où j'apprécie cette marche-là. Désormais, qu'on se mette dans la tête que nous ne comptons que sur nous-mêmes pour régler nos problèmes. Maître Konaré, ce qui frappe, ils l'ont dit tout à l'heure, vous l'avez senti comme ça, les Maliens ont marché, c'était des Peuls, les Bambara, c'est tout le Mali qui a marché ensemble pour un même objectif. C'est pour vous dire que le sentiment qui anime aujourd'hui notre peuple, c'est qu'il n'y a ni guerre religieuse, ni guerre ethnique au Mali. Tout ce qu'il y a, c'est des attaques terroristes et une instrumentalisation de certaines milices contre notre peuple. Les gens ont marché, c'est les mêmes qui ont applaudi l'intervention française en 2013. Donc aujourd'hui, les gens ont marché pour dénoncer la passivité des forces internationales. Ils ont leur raison. Cette passivité est réelle.
Alors, pour parler toujours du centre, il y a plusieurs initiatives. J'aimerais faire un clin d'œil à Madame le ministre de la Culture. Elle a réuni du monde récemment au palais des congrès de Bamako pour parler de la paix au centre. Je voulais faire également un clin d'œil à Jimmy Kanté. C'est un ami, il est très présent sur les réseaux sociaux. Il a créé un mouvement Stop au massacre. Il y a du monde. Et puis, je voulais faire également un autre clin d'œil au ministre de la Communication qui, dans un communiqué appelé des journalistes, des hommes de médias, des médiateurs au calme, etc. Et puis demain, pourquoi ne pas le dire, ce lundi, Maître Kassoum Tapo, ancien bâtonnier, ancien ministre, il y a une initiative qu'il prend au nom des ressortissants du centre, où il va appeler à manifester, à appeler au calme, et ça c'est très, très important. Côté nomination, il faut ajouter le mouvement malien tout court qui travaille vraiment beaucoup. On en a parlé beaucoup de fois ici, c'est pour ça que je n'en reparle pas. Et puis, pour que les choses avancent au centre, M. Dioncounda Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président par intérim du Mali, a été nommé récemment haut représentant du président de la République pour le centre. C'est un jeune homme de 77 ans. Est-ce que c'est un avantage, Adam Thiam? Oui, il a des qualités. Franchement, si on pouvait trouver plus jeune, si on pouvait trouver plus neuf, pourquoi pas. Mais c'est le président, une fois de plus, qui décide. Et je crois qu'il a décidé en fonction de certains critères. Donc, le parcours de Dioncounda Traoré, le fait qu'il ne faut pas oublier qu'il est aussi du centre, parce qu'il est de Nara, et la zone de Nara, donc la zone vallée du Serpent, est dans l'œil du cyclone, on le sait. Et puis, bon, c'est quand même le président de la transition. Il est il est venu président du Mali à cause de la crise, et Ibeka est venu président du Mali parce que à un moment donné, cette crise a été contenue. C'est ce qui a permis effectivement en 2013 d'avoir l'élection qui a permis, en fait, d'avoir l'élection d'Ibeka. Alors cela dit, c'est moi qui partage, de distribuer la parole, c'est pas vous. Donc je vais rester avec Adam pour dire quand même que lors de la dernière présidentielle, il y avait des responsables de l'ADEMA qui souhaitaient qu'il devienne candidat à la présidentielle. Et il a dit non, mon avenir politique est derrière moi. Pourquoi il accepte maintenant? Pourquoi il ne dit pas non? Alors il a dit plus jamais de mandat électif. Et s'il n'est pas élu, il est nommé par le président. Il n'est pas élu, il est nommé par le président, parce que c'est dans le pouvoir du président de désigner un haut représentant. Et d'ailleurs, Dioncounda n'est pas le premier. Modibo Keïta a été nommé haut représentant pour les pourparlers, n'est-ce pas, haut représentant du président. Et cette fois-ci, c'est parce que, effectivement, le président peut-être paraît avoir réalisé qu'il est très, 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 très important d'agir rapidement sur le centre. Toute ma question, n'est pas est-ce que Dioncounda a le physique, l'emploi, mais c'est que je sais qu'il y a une autre initiative qui est effectivement le centre, comment on appelle ça, le cadre du dialogue politique sous le Premier ministre. Et donc ce qui va se poser, c'est le problème d'articulation entre les deux structures pour éviter des duplications, des chevauchements qui peuvent être nocifs effectivement à la résolution de la crise au centre. Voilà, Alexis, je veux vous laisser la parole, mais il faut quand même dire que actuellement, toujours sous le centre, le Premier ministre malien pilote un comité, il est le président d'un comité politique qui pilote. Il y a un secrétariat permanent dirigé par l'excellent, moi j'adore ce monsieur Gaoussou Diarra, ancien ministre, ancien ambassadeur. Est-ce que ça ne fait pas doublon de nommer un haut représentant du président de la République pour le centre, alors qu'il y a déjà des structures? Oui, non, le haut représentant, de mon point de vue, est, disons, l'interface avec le président de la République. Mais le choix de Dioncounda a d'autres avantages. C'est que, oui, c'est quelqu'un, si vous voyez son parcours, Dioncounda a des connexions partout au Mali, dû justement à son parcours politique. Attention au mot connexion, parce que ça peut être un peu mal compris. C'est pour ça que j'appuie en disant... Il a un carnet d'adresses. Il a un carnet d'adresses et il a vraiment fait le Mali. Il a encore des liens à tous les niveaux et il a une grande capacité d'écoute. Donc, je pense que vous avez envie de dire bonne chance à Dioncounda?
Je lui souhaite bien de la chance. Je crois qu'il peut voir ce problème, il peut rencontrer les protagonistes avec un œil neuf. Il peut, de par ses fonctions d'ancien président, influer sur certains leviers. Mais je crois que ce sur quoi parie surtout le président IBK, si vous voulez mon sentiment réel, c'est qu'il parie sur quelqu'un qui a de la chance. Djonkouda est un homme chanceux. Tout ce qu'il a entrepris, il a réussi. Et je vous rappelle que quand Napoléon Bonaparte nommait des généraux, il a posé la question de savoir s'ils avaient la chance. Est-ce qu'il a de la chance? Alors, voilà, c'est un homme de chance. Baba, merci. Baba Dakono, un homme chanceux, ça peut régler le problème. Il ne faut pas un peu plus que de la chance pour régler le problème du centre, les problèmes du Mali. Certainement qu'il faut beaucoup plus que de la chance, mais avec la chance, c'est déjà ça. Mais sur la question proprement dite, depuis que cette nomination a été rendue publique, il y a quand même deux dimensions dans le débat. La première dimension porte sur la nécessité pour le chef de l'État d'avoir un haut représentant. Et je pense que là, c'est quand on rappelle le contexte, vous venez de dire tout à l'heure, vous venez de rappeler tout à l'heure toutes les initiatives qui existent. Donc on a besoin aujourd'hui, parce que le momentum aussi est important. On a parlé de la marche avant d'aborder le sujet de la nomination de Djonkouda. C'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte d'agitation de la conscience collective où les gens ont compris que la question du centre est primordiale et devrait être au-dessus des priorités. Donc, et les initiatives ont émergé et rejoignent les autres qui existent. On a besoin de fédérer ces initiatives. On a besoin d'avoir des résultats rapidement pour que on ne retombe pas dans les mêmes situations vécues. Donc pour cela, on connaît l'agenda du président de la République qui par ailleurs est président donc de tous les autres défis, et c'est important pour lui d'avoir une personnalité qui puisse être accessible, une personnalité que les gens qui le connaissent le jugent être à l'écoute, être disponible, puisqu'ancien président, Adam l'a rappelé, il n'est pas candidat, donc il n'y a pas de souci de politisation de l'affaire. Donc sur la question, la dimension de est-ce qu'il faut un haut représentant, ça peut avoir de l'effet en plus de la chance. Maintenant, sur la personne de Djonkouda, et c'est discutable, mais c'est discutable au même titre que tous les sujets d'intérêt nationaux dans le pays. Merci Baba Dakono, je vous écoute toujours avec un grand plaisir. Un dernier mot, Adam. Il n'y a pas encore de lettre de mission. Non, il y a deux... Si, je crois. Déjà, il y a deux choses que je voulais dire. D'abord, l'idée d'un haut représentant du président pour le centre n'est pas nouvelle. Il est même antérieur à l'arrivée de Soumeylou Boubèye Maïga. Oui, c'est la personnalité de celui qui est nommé. Voilà. C'est ça qu'on parle. C'est ça. Non, donc, le président a laissé mûrir l'idée. Et puis, il faut dire que sous Soumeylou Boubèye Maïga, le président avait pratiquement délégué la gestion du centre à son seul Premier ministre. Vous vous souvenez, plusieurs fois, les populations ont demandé qui se saisisse du dossier. Ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, il décide de se saisir du dossier en nommant un haut représentant. L'autre chose que je voulais dire, c'était la question de l'ancrage institutionnel entre la structure maintenant que va piloter Dioncouna Traoré et le cadre politique. Je crois que le cadre politique relève du Premier ministre. Le haut représentant relève du président de la République. Il va falloir qu'il se voie, il va falloir qu'il coordonne certaines choses, mais en principe, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés. Alors, nous avons parlé de Soumeylou Boubèye Maïga, ça c'était le marigot politique. Nous avons parlé de cette manifestation contre les massacres au centre. Nous allons terminer par la presse. Il y aura un procès cette semaine, ce sera le procès peut-être de l'année, le procès de la semaine ou du mois. Karim Keïta, il est député à l'Assemblée nationale. Le voilà sur un de ce portrait. Il est en même temps fils du président de la République quand même. Et il porte plainte contre la presse, contre des journaux, contre le Sphinx. Le Sphinx de Adam Adramé. Ils sont côte à côte, mais là ce sont les images plutôt. Je ne sais pas si ils accepteront de s'asseoir ensemble. Et puis, le sujet du jour, c'est Birama Touré. C'est la disparition de notre collègue, notre confrère qui a disparu, comme vous le savez, depuis janvier 2016. Alors, procès, diffamation, vous voyez les débats comment? On ne va pas faire le procès ici. Non, ce qu'il y a de nouveau, c'est que, oui, sur la question, il y a eu beaucoup de
débat, enfin pas de débat, de déclaration unidirectionnelle. En ce sens que oui, il y a eu beaucoup d'accusations. Jusque-là, le député, l'honorable Karim, ne s'est pas prononcé. Il n'a pas fait de déclaration publique, mais quand il décide quand il décide d'attaquer, ça veut dire qu'il est sûr peut-être de son bon droit. Mais en tout état de cause, c'est une bonne chose parce que ce que demande la presse, c'est juste la manifestation de la vérité. Alors, Babada Kono, au centre, je disais qu'il y a un journaliste disparu. Le problème, c'est que des journaux, notamment le Sphinx s'interroge ou affirme des choses par rapport à Karim Keïta, qui est député à l'Assemblée nationale, lui porte plainte pour diffamation en disant « moi, je n'ai rien à voir dans l'affaire ». Est-ce que vous pensez qu'au-delà du procès lui-même, ça va permettre de relancer l'affaire? Qu'est-ce qu'il est devenu finalement ce journaliste? Ça devrait permettre de le faire parce qu'un procès en diffamation, c'est toujours l'occasion de traiter le fond parce qu'on est diffamé sur un sujet et ça permet de façon peut-être liminaire d'aborder ces questions. On va compter sur le système de justice d'aller au-delà de cette plainte pour creuser davantage la question. Et je rejoins Alexis sur le caractère bienvenu de cette plainte parce que beaucoup de choses ont été dites. Vous avez parlé tout à l'heure d'interrogation. Je pense que le Sphinx est allé au-delà d'interrogation. Le Sphinx a pointé du doigt le plaignant et l'accusation est d'une telle gravité que c'était très important que la justice soit saisie de cette question et qu'elle soit tranchée. Maintenant, le principal risque en raison de la personnalité et du statut du plaignant, c'est la politisation de cette affaire. Et là encore, je pense que la presse a un bon coup à jouer pour contenir tout ça et ne pas rendre cette affaire beaucoup plus politique et beaucoup plus sensible qu'elle ne l'est et qu'on laisse la justice faire son travail et que vérité soit dite. Mon cher Adam Thiam, ce procès. Alors, non, si on était aux États-Unis, la probabilité pour que le journaliste qui parle de cette question connaisse personnellement les protagonistes très très faible. Au Mali, ce n'est pas le cas. Par exemple, moi je connais tous les protagonistes de cette affaire. Adam Andramé, Karim Keïta, et même Birama Touré, qui est un neveu par extension, et un cousin par extension. Donc c'est, je trouve, extrêmement délicat pour moi de parler de cette affaire. Je trouve que il y a des aspects là-dedans qui sont surréalistes, et j'espère que la justice, en saisissant de cette question, la règle une fois pour toutes, parce qu'il y a l'honneur des gens qui est engagé dans cette affaire, et il y a également effectivement le drame d'une famille qui essaie de trouver son enfant. Donc je trouve moi particulièrement pénible d'aborder cette affaire. Maître Konaré, je voulais demander votre point de vue sur un aspect du dossier. En fait, il y a 3 procédures. Vous avez une enquête qui est ouverte par un tribunal ici, au Mali. C'est un peu dans l'impasse, disons les choses clairement. Vous avez M. Karim Keïta qui porte plainte diffamation parce qu'il estime qu'il a été diffamé par un journal et par une radio. Et vous avez en France ouverture, plainte contre X, déposée par un parent de Birama Touré qui vit là-bas, pour dire, écoutez, moi je veux que la justice française s'intéresse à l'affaire. Pour moi, il fallait laisser les juges du fond, les magistrats enquêteurs, instructeurs, terminer leur travail. Un juge d'instruction a été saisi en commune 4 au sujet d'une disparition et l'instruction n'est pas terminée. Un deuxième juge d'instruction est saisi à Paris au sujet du même dossier. Cette instruction n'a même pas commencé. Et donc, ce procès en diffamation apparaît comme une sorte de procès qui ne réglera rien, parce que sur le fond, rien n'est réglé. Les juges du fond ne se sont pas encore prononcés sur la culpabilité ou l'innocence des uns et des autres. Donc comment un juge chargé d'une simple plainte pour diffamation va-t-il pouvoir se prononcer? Non. Ce juge d'ailleurs ne pourra pas entendre
ne pourra pas entendre les témoins cités dans l'affaire. Ces témoins-là sont éparpillés à travers le monde. Il y en a qui se trouvent à Paris, il y en a qui se trouvent dans des endroits inconnus. Donc pour moi, ce procès en diffamation ne permettra de rien régler. C'est un procès qui ne réglera rien. Oui, un dernier tour de table sur ce procès qui aura lieu ce mardi 25 juin au tribunal de grande instance de la commune 5. Pour vous, c'est quoi le problème, Alexis Calambri? Vous empêchez Maître Konaré de parler? Non, ce que je veux préciser, c'est que, oui, pour moi, ce procès va régler beaucoup de choses. Vous savez, la spécificité de la loi sur la presse est que la charge de la preuve revient, disons, à l'accusé. C'est-à-dire, Karim s'est plaint, Karim a porté plainte qu'il a été diffamé, n'est-ce pas? Donc, c'est l'autre qui va prouver qu'il n'a pas diffamé Karim. Ça, c'est la loi sur la presse. La charte de la preuve revient à celui qui est accusé. Donc, oui, puisque ça va même faciliter la tâche je pense, à l'autre dossier, quand ceux qui accusent Karim vont amener la preuve que c'est Karim, ça règle le dossier de l'autre côté. Maître, vous voulez ajouter quelque chose sur ce dossier? Je vous l'ai dit, oui. Si l'affaire était si simple, un juge d'instruction n'aurait pas été saisi au départ. Le juge d'instruction est saisi quand l'affaire est obscure et qu'on n'a pas les preuves, toutes les preuves pour établir la culpabilité de quelqu'un. Donc, pendant que cette information est en cours, si un procès en diffamation s'ouvre, où tous les débats se mènent en une journée devant la barre, aucune preuve ne peut être apportée. Et donc, c'est un procès qu'on devrait même arrêter en attendant que l'instruction se termine. Pour profiter de votre science, parce que vous êtes quand même avocat, vous êtes là aussi pour ça. En France, par exemple, sur l'instruction qui est ouverte en France, qui on peut entendre, qui on ne peut pas entendre dans l'affaire? Mais tous ceux qui sont cités peuvent être entendus à Paris. Quand un juge d'instruction est saisi d'un dossier, c'est lui qui décide qui doit entendre. Et il faut faire la différence entre ceux qui doivent être entendus comme inculpés et ceux qui doivent être entendus comme témoins. D'accord. C'est le juge qui décide. D'accord. Baba Dakono, et après, je terminerai par Adam Thiam. Alors, moi, je ne partage pas du tout l'avis de Maître Konaré pour deux raisons. La première, c'est que... On ne va pas faire le procès ici. Non, pas du tout, rassurez-vous. Je ne m'y risquerai jamais. Pour deux raisons. La première, c'est que malgré l'ouverture de l'instruction, des choses ont continué à être dites sur cette affaire. Et je rappelle la gravité de l'affaire. Donc, ça imposait à celui qui était cité, notamment le plaignant, de mettre en mouvement l'action en justice pour pouvoir prouver qu'il a été diffamé. La deuxième raison, c'est qu'il dit que, quand Maître Konaré dit que l'instruction n'a pas d'utilité, la deuxième, ou la seconde, je ne partage pas cet avis. Je crois que vous avez dit que l'instruction, comme il y a déjà une première instruction, la seconde n'a pas d'utilité. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça suit son cours. Voilà. Donc, pour moi, le fait, ce procès en diffamation, si le juge d'instruction devant lequel c'est porté convient qu'il n'y a pas eu diffamation, donc on a déjà un inculpé. Et par contre, si c'est prouvé que l'objet de la plainte est diffamatoire, ça règle au moins une fois pour toutes la question. Et n'oublions pas encore une fois le statut du plaignant et la gravité de cette affaire-là. Alors, Madame Tia, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien terminer par vous. Il y a deux problèmes. Depuis le 29 janvier 2016, notre confrère a disparu. Ça pose un problème pour sa famille. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui dit « Moi, je suis diffamé, je veux défendre mon honneur ». Alors, il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore retrouvé. Oui. Le plus simple pour nous tous, c'est qu'il y réapparaisse demain. Il est possible que cela ne soit pas possible. Mais on a quand même, depuis plusieurs mois, il y a un index accusateur, n'est-ce pas, sur quelqu'un. Hein.
que nous connaissons. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en Occident, où les protagonistes sont très peu connus par les commentateurs. Moi, je vous dis encore une fois, je connais tout le monde ici, et je connais la tragédie de la famille Birama Touré, et qui est aussi la famille Cissé de Ségou. Je suis en contact régulier avec Karim Keïta, que je considère comme mon enfant, et je connais Adama Dramé, dont le professionnalisme sur bien des aspects a forcé notre admiration. Moi, je ne trouve pas que ce truc est un fait divers. Je trouve que c'est vraiment une tragédie, et je n'aimerais pas continuer à le commenter. Voilà, donc laissons la justice faire son travail, la justice fera son travail. Fin du débat du dimanche. J'étais avec plaisir avec Adam Thiam, qui va bientôt... Allez, vous serez nommé à côté de Dioncounda Traoré, disons-le. Je ne sais pas. Bon, voilà. Je souhaite. Et je pense que, d'après mes informations, vous serez son premier conseiller pour le centre. Baba Dakono, je vous retrouve toujours avec le même plaisir, ça je vous le dis franchement. Alexis en est jaloux quand j'en parle. Alexis, merci d'être là, d'être venu. Maître Konaré, merci beaucoup d'être venu, parce que ce soir, vous avez été le plus sage. Dimanche prochain, vous retrouverez Sékou Tangara, et moi, je vais disparaître. Merci. Je dis bonsoir à la reine-mère, elle se reconnaîtra, et à bientôt.